Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé des vacances confinées mais reposantes. On se retrouve aujourd'hui pour le cours sur le VIH et son action sur l'organisme. Le VIH, c'est d'abord des chiffres affolants. 37,9 millions de personnes vivantes avec le VIH dans le monde. C'est également 12 millions de personnes qui n'ont pas accès aux soins et ne peuvent donc pas se traiter contre le VIH. C'est également 1,7 million de nouvelles contaminations par an et environ 1 million de décès liés aux maladies associées au sida par an. C'est également près de 6 000 femmes contaminées chaque semaine dans le monde par le VIH. En France, des chiffres également préoccupants, notamment chez les jeunes. Deux populations sont particulièrement touchées par les nouvelles infections, les jeunes femmes hétérosexuelles qui ont entre 15 et 24 ans, et également les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, toujours entre 15 et 24 ans. Le VIH peut se transmettre par voie sanguine, mais également lors de l'accouchement. Une mère infectée peut le transmettre à son enfant, puis plus tard lors de l'allaitement, puisque le VIH va se retrouver dans le lait maternel. Et enfin, le VIH se transmet également lors de rapports sexuels non protégés. Alors, quelles sont les cellules cibles de ce virus? Ce sont les lymphocytes TCD4, qui sont particulièrement infectés par le VIH. Mais ce ne sont pas les seuls. On peut retrouver dans une moindre mesure, par exemple, les cellules sentinelles, comme les macrophages ou les cellules dendritiques, infectées par le VIH. Si les lymphocytes TCD4 sont la cible privilégiée du virus, ce n'est pas un hasard. En effet, la molécule GP120 qui se retrouve à la surface du VIH vont se lier de façon privilégiée avec le marqueur CD4 ainsi que d'autres molécules associées à la surface du lymphocyte TCD4. L'association de ces deux molécules va permettre la fusion de la membrane du virus avec la membrane du lymphocyte TCD4 et va donc permettre l'infection de la cellule. Le VIH, une fois à l'intérieur du lymphocyte TCD4, va détourner le fonctionnement biologique normal de la cellule. Le LTCD4 se met alors, bien malgré lui, à fabriquer énormément de nouveaux virus VIH. Alors, que se passe-t-il au niveau de l'organisme? Après infection de l'individu par le VIH, la quantité de lymphocytes TCD4 va chuter brutalement, tandis que la quantité de VIH dans l'organisme va augmenter très rapidement. Cette phase est nommée primo-infection. L'individu infecté va alors présenter quelques symptômes grippaux très peu spécifiques, impossible pour cette personne de savoir qu'elle est infectée, symptômes qui vont disparaître quelques jours plus tard. En effet, bien qu'attaqué par le VIH, le système immunitaire réagit car il est encore en bonne forme. On va ainsi observer l'apparition progressive dans le sérum des individus des anticorps anti-VIH. En moyenne, ces anticorps apparaissent parfaitement détectables dans le sérum des individus 6 semaines après infection par le virus. Grâce à ces anticorps, le VIH est en partie neutralisé. Cela va permettre au taux de lymphocyte TCD4 de réaugmenter légèrement et au taux de virus dans l'organisme de diminuer légèrement. Néanmoins, le VIH échappe régulièrement au système immunitaire puisqu'il mute régulièrement, ce qui fait que ses antigènes de surface sont légèrement modifiés au fur et à mesure des cellules qu'il a infectées, si bien que les anticorps, d'une fois sur l'autre, vont perdre en efficacité et notre système immunitaire devra reformer des anticorps un peu plus adaptés aux nouveaux antigènes pour de nouveau neutraliser le virus. Pendant ce temps-là, vous le comprenez bien, le VIH se multiplie insidieusement dans l'organisme et continue d'attaquer les lymphocytes TCD4. Ainsi, tandis que le VIH poursuit sa multiplication active dans l'organisme, le taux de lymphocytes TCD4 diminue progressivement au cours du temps. On parle d'infection chronique ou de phase asymptomatique puisque l'individu n'a absolument aucun symptôme. Cette phase peut durer très longtemps, entre 4 et 10 ans. Et si la personne infectée n'a pas fait de test, elle ne sait pas qu'elle est malade et peut donc contaminer d'autres personnes. Lorsque la quantité de lymphocytes TCD4 devient trop faible et que l'organisme s'est affaibli insidieusement au cours de ces années d'infection asymptomatique, des maladies opportunistes peuvent apparaître. On parle alors de phase sida déclarée. Des maladies rares ou peu dangereuses, pour des personnes non infectées, peuvent provoquer le décès des personnes infectées par le VIH lorsqu'elles sont en phase sida. En effet, les lymphocytes TCD4 sont indispensables à la mise en place d'une réponse immunitaire adaptative, c'est-à-dire à la formation des anticorps, mais également à la formation des lymphocytes T cytotoxiques lorsque notre organisme rencontre un élément pathogène. C'est pourquoi, lorsque les individus affectés rencontrent un virus ou une bactérie a priori sans gravité, elles sont incapables de générer une réponse adaptative efficace,
puisque ne pouvant plus produire d'anticorps ou de lymphocytes T cytotoxiques afin d'éliminer l'agent pathogène. En effet, je vous le rappelle, sans lymphocytes T CD4, il n'y a plus de lymphocytes T auxiliaires, et sans lymphocytes T auxiliaires, il n'y a plus la mise en place de la réponse immunitaire adaptative. Ainsi, en l'absence de traitement, le décès du malade peut survenir en seulement 1 à 3 ans. Il existe néanmoins des traitements que l'on appelle trithérapie qui combinent l'action de 3 molécules afin de limiter la multiplication du virus dans l'organisme. Alors pour mieux comprendre le mode d'action de ces molécules, revenons sur le cycle du VIH. Alors dans un premier temps, le VIH va se fixer sur sa cellule cible, donc le lymphocyte TCD4. Ensuite, il va rentrer à l'intérieur de la cellule. Dans le lymphocyte, donc l'ARN viral, le matériel génétique du virus, va être transformé en ADN grâce à une protéine virale que l'on appelle la reverse transcriptase, donc qui va transformer l'ARN viral en ADN. Cet ADN est ensuite inséré à l'intérieur de l'ADN du lymphocyte TCD4, c'est-à-dire à l'intérieur des chromosomes, qui se situe dans le noyau de la cellule. Enfin, grâce à la machinerie cellulaire du lymphocyte TCD4, à partir du matériel génétique inséré, va être formée une protéine très très longue, une protéine virale très très longue qui n'est pas fonctionnelle et qui va avoir besoin d'être découpée en plusieurs petites protéines qui, elles, seront fonctionnelles par une protéase. Le matériel génétique et le matériel protéique du virus se rassemblent près de la membrane et ensuite quittent la cellule par bourgeonnement. On a donc formation d'un nouveau virus qui ira infecter d'autres cellules. Donc les trithérapies combinent l'action de 3 molécules parmi les molécules suivantes que je vais rapidement vous présenter. La première molécule possible est une molécule qui va donc empêcher l'entrée du virus à l'intérieur de la cellule cible, du lymphocyte TCD4. Deuxième type de molécule, il s'agit des molécules qui vont inhiber la transformation de l'ARN viral en ADN, c'est-à-dire en général une molécule qui va inhiber l'action de la reverse transcriptase. Ensuite, on va avoir également une molécule qui peut inhiber l'intégration de l'ADN ainsi formé dans le matériel génétique du lymphocyte TCD4, donc un inhibiteur de l'intégrase. Et enfin, on va retrouver une autre molécule qui peut inhiber la protéase, celle qui permet de découper l'immense protéine formée en petites protéines fonctionnelles. Grâce à ces traitements, l'espérance de vie des malades a été grandement augmentée et on peut même dire qu'actuellement, elle est quasiment normale, cette espérance de vie. D'autre part, ces traitements ont permis de limiter la transmission au moment de l'accouchement, notamment de la mère infectée à son enfant, et les résultats des trithérapies sont tels que on se rapproche des 100% d'absence de contamination en cas d'accouchement. Également, les traitements permettent de diminuer tellement la charge virale que le VIH chez les personnes infectées qui suivent un traitement devient indétectable, ce qui les empêche à leur tour de transmettre la maladie. Néanmoins, il faut souligner que la trithérapie ne permet pas de guérir, ce n'est pas un traitement confortable, dans un premier temps parce qu'il faut le prendre à vie, et donc c'est une contrainte, il faut prendre son traitement tous les jours. Par ailleurs, ce sont des molécules qui présentent une certaine toxicité, c'est-à-dire qu'il y a forcément des effets secondaires, et ces effets secondaires peuvent être assez importants et rendre parfois le suivi du traitement difficile par les malades, ce qui les conduit parfois à arrêter la prise de traitement. Or, en cas d'arrêt du traitement, la quantité de virus dans l'organisme réaugmente brutalement et la quantité de lymphocytes TCD4 chute aussitôt. Pour terminer, on a également noté le cas de résistance à ces traitements, puisque le virus en mutant peut devenir résistant à telle ou telle molécule. Il faut donc tout faire pour éviter de nouvelles contaminations et donc insister énormément sur la prévention. Voici quelques méthodes, des plus connues aux malheureusement trop confidentielles, qui permettent de lutter contre la contamination par le VIH. En premier lieu, le préservatif, interne ou externe, en cas de rapport sexuel, qui est le seul moyen de contraception qui permet de se protéger des infections sexuellement transmissibles, dont évidemment le VIH. Deuxième moyen de prévention, la PrEP, pour pré-exposition prophylaxie. C'est un traitement qui est à prendre en continu ou avant un rapport sexuel planifié, qui combine l'action de 2 molécules antirétrovirales et qui permet du coup d'empêcher la contamination en cas de rapport sexuel non protégé. De nombreuses études ont montré une réelle efficacité et semblent avoir permis de diminuer énormément la transmission du VIH, notamment en France. Et enfin, le TPE. TPE pour traitement post-exposition. Il s'agit d'une trithérapie d'urgence qui est à prendre suite à une prise de risque. Par exemple, après un rapport sexuel
consenti ou non, sans protection, mais également en cas de mauvaise utilisation du préservatif. Ce traitement est à prendre le plus rapidement possible dans les heures qui suivent le risque ou au maximum dans les 2 jours. Vous pouvez trouver ce type de traitement gratuitement aux urgences ou dans les centres de dépistage et après discussion avec un médecin qui évaluera le risque, peut prescrire donc cette trithérapie d'urgence. Le traitement dure 4 semaines et a une efficacité très forte, aux alentours de 80%. C'est notamment un traitement qui est très utilisé par les soignants en cas de mauvaise utilisation du matériel médical. Par exemple, si une personne se pique avec la seringue d'un patient qui a servi à faire un prélèvement, c'est un traitement qui est obligatoire et qui est à prendre par le personnel médical. Et enfin, pour lutter contre de nouvelles contaminations, la réalisation de tests de dépistage est déterminante. Pour le cas précis du VIH, on va retrouver 2 types de tests. Soit on va rechercher directement des éléments appartenant au virus. Ça peut être un test PCR, on va rechercher du coup dans le sang la présence de l'ARN viral, ou alors on peut également détecter et rechercher des protéines virales qui seraient présentes du coup dans le sang du patient et qui signeraient la présence du virus à l'intérieur de l'organisme. Deuxième type de test, il s'agit des tests sérologiques, et cette fois-ci on va rechercher des anticorps dirigés spécifiquement contre le VIH que la personne aura produit en réponse à une infection, si évidemment elle a eu lieu. En France, c'est le test ELISA, donc un test sérologique qui vise à rechercher des anticorps anti-VIH, qui est le plus utilisé en routine pour faire des dépistages. Voyons de suite comment fonctionne le test ELISA. Le test ELISA permet de mettre en évidence, mais également de quantifier des anticorps spécifiques présents dans le sérum des individus. Pour cela, on va utiliser des barrettes de puits, au fond desquelles on va retrouver fixés des antigènes, par exemple ici des antigènes du VIH. On ajoute ensuite dans les puits le sérum des individus à tester. Si le sérum des individus contient des anticorps dirigés contre les antigènes fixés au fond des puits, ces anticorps viendront se fixer sur ces antigènes qu'ils auront reconnus. A l'inverse, s'il n'y a pas d'anticorps spécifiques des antigènes, eh bien ces derniers resteront libres dans le puits. Ensuite, on va vider les puits et réaliser un rinçage. Donc tous les éléments, notamment tous les anticorps qui ne se sont pas fixés, sont donc éliminés. Seuls restent les anticorps qui se sont fixés aux antigènes au fond des puits. On ajoute ensuite dans les puits une solution qui contient un anticorps secondaire, anticorps qui s'appelle également anticorps de révélation. En effet, cet anticorps reconnaît spécifiquement la partie constante des anticorps, et donc s'y fixe, et à son extrémité, ce sont des anticorps modifiés qui possèdent une enzyme. Cette enzyme est capable de transformer un substrat incolore en une molécule colorée. On vide à nouveau les puits, on réalise des rinçages, et donc dans les puits se trouvent uniquement les anticorps reconnaissant le VIH, s'ils étaient présents au départ, associés aux anticorps secondaires. S'il n'y avait pas d'anticorps au départ, eh bien nos puits sont vides. On rajoute ensuite notre substrat incolore. Si les anticorps secondaires sont présents, ils vont transformer cette molécule incolore en une molécule colorée. Si par contre, il n'y a aucun anticorps secondaire dans notre puits, dans ce cas-là, le puits ne va pas changer de couleur. Plus il y a d'anticorps de détection, c'est-à-dire plus il y avait d'anticorps anti-antigènes, donc par exemple des anticorps anti-VIH au départ dans le puits, plus l'intensité de la coloration finale sera importante. On peut donc estimer à l'œil nu l'intensité de la coloration et donc estimer la quantité d'anticorps présents au départ, ou alors on peut utiliser de façon plus précise un spectromètre qui va nous permettre de déterminer la concentration initiale en anticorps dans le sérum. Alors, si l'on reprend notre exemple du VIH et qu'on le regarde les cinétiques d'apparition des anticorps après une infection, on s'aperçoit que les anticorps anti-VIH ne sont pas immédiatement détectables après une contamination. Ces anticorps apparaissent en effet que vers le 20 ou le 21e jour suivant l'infection. Et si on veut être même totalement sûr du résultat, il faut en général attendre 6 semaines après infection pour avoir une quantité d'anticorps suffisante pour avoir un test fiable. Cela signifie que le test va fournir une réponse certaine uniquement pour la période antérieure aux 6 semaines ayant précédé la réalisation du test. Actuellement, on parle également beaucoup d'un autre type de test sérologique afin de savoir si l'on a été infecté ou non par le coronavirus. Alors, le test ELISA pourrait tout à fait être employé afin de détecter la présence d'anticorps anti-coronavirus dans le sérum des patients. Néanmoins, c'est une technique qui est un peu plus lourde
Et actuellement, on envisage la réalisation de tests diagnostiques rapides dont le fonctionnement est légèrement différent. Et je vous propose de découvrir le principe moléculaire de ces tests rapides qui sont en cours de mise au point et qui seront peut-être bientôt très rapidement disponibles afin de savoir si l'on a été infecté ou non par le coronavirus. A tout de suite dans la vidéo qui suit.